Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Ça y est, on va pouvoir faire le review de la semaine 2. Les semaines s'enchaînent et passent très très vite et comme toujours, je suis avec Alex. Salut Alex. Salut Jérôme, salut à tous. Bon, ça a été une semaine compliquée sur tous les plans, notamment en fantasy. Catastrophe. Ouais. Catastrophe. Moi perso sur le trophée Fantasy Baller organisé par les Fantasy Ballers, j'ai perdu contre l'Ala Packers. Coucou Alex, belle victoire. Et ensuite sur la Ligue des Ballers, la League of Legends avec les créateurs de contenu, j'ai aussi perdu contre Zone Sport US de 3 points. Voilà, très content. J'avais des bons joueurs sur le banc dont je parlerai plus tard dans l'émission. Donc ouais. Voilà. On va dire qu'on a fait quelques bêtises avec quelques joueurs des Rams. Ouais, je pense que c'est un bon résumé, ouais. Ouais. Bah écoute, on a fait un perfect. J'ai perdu mes deux matchs aussi. Celui du trophée contre France, qui je passe le coucou aussi, je le perds de 12 points en ayant laissé Nakua sur le banc. Donc voilà, belle décision de ma part qui est décidé de mettre Allen Robinson sur le terrain. Et je perds dans la Ligue des légendes contre Marc de 0,55 points. Donc je dois t'avouer que là, j'espère très fort qu'on va sortir la VAR et qu'il va y avoir des corrections de stats parce que... Ouais, un fumble caché qui a pas été compté d'une manière ou d'une autre. Et... Ouais, ou le mec qui rentre les stats chez Sleeper et tout, qui s'est endormi. Voilà, qui a pris un truc dans l'œil au moment où il y avait un fumble, hop, moins 2 points de son côté et puis on gagne ce match. Très, très, très compliqué. Bah après, en même temps, c'est pour ça que cette année, on parle un peu moins de fantasy. On laisse le travail aux experts, vu que cette semaine, ils nous ont marché dessus. Donc, Ouais, clairement, ouais. Clairement, ça a pas été simple cette semaine. Voilà, on sait faire preuve d'humilité quand il le faut. On va retourner. Les Fantasy Ballers qui sont en live tous les mardis, tous les mardis soirs sur Twitch et YouTube et Twitter peut-être aussi. N'hésitez pas si vous avez envie d'aller les voir et que pas pendant là vous continuez le podcast et puis si vous écoutez à 21h, voilà, ils seront en live pour faire un petit résumé, répondre aux questions, etc. Donc, voilà, en ce moment, il y a Coupe du Monde de rugby et tout, donc leurs horaires varient entre début à 20h30 ou début à 21h15, mais globalement, c'est une fois que vous avez fini de manger et terminé le journal sur TF1, vous pouvez vous caler tranquillement devant leur live. Voilà pour la promo pour les camarades. Bah, c'est ça, toujours. On est gentil. Puis notre promo aussi, on peut se la faire aussi là, maintenant, si on a envie. Profitons-en, bah vas-y, je te laisse faire ça avant qu'on attaque le rewind. Eh ben, suivez-nous partout, comme sur Twitter X, tant que c'est gratuit, @lefrontoffice, Instagram, on va peut-être devoir s'y mettre, @lefrontoffice, youtube.com/@lefrontoffice, twitch.tv/lefrontoffice. Et ensuite, suivez Jérôme, @jpied sur Twitter, et on verra où est-ce qu'on se met après. Et moi, c'est @AlexWoodCity. Si jamais un Discord, ça vous intéresse, dites-nous, pour que on réfléchisse à ça. Ce serait pas une animation fabuleuse non plus, mais voilà, pour qu'on puisse vous donner tous les épisodes, si vous voulez qu'on fasse des discussions tous ensemble, ça pourrait peut-être être sympa. Donc on réfléchit encore sur comment est-ce qu'on peut faire. Ouais, en tout cas, en attendant, abonnez-vous sur Insta, même si pour l'instant y a rien. Si notre ami Elon Musk décide de passer Twitter en payant, je vous dis tout de suite, on va pas mettre d'argent dessus, donc soyez prêts à faire un pas de côté. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, n'hésitez pas à nous mettre une note. J'ai vu là, je crois qu'on est à 5 sur Apple et 4,9 sur Spotify. Donc voilà, si vous voulez nous remonter la note ou la baisser, mais c'est pas cool. Donc, je crois qu'une fois que tu mets une note, je suis pas sûr que tu puisses réellement la changer. Donc mettez 5 et puis voyez si vous pouvez changer ensuite. Abonnez-vous, comme ça vous avez les épisodes dès qu'ils sortent. Et si vous êtes sur YouTube, mettez la cloche, abonnez-vous, la cloche. Un petit commentaire, on y répond. Et voilà. Et voilà, on a dit l'essentiel. Voilà. Ça va être l'heure d'attaquer le rewind de la semaine. Rewind of the week. Back. He's gonna fumble the football. Et pour attaquer
le Rewind. Comme toujours, nous allons revenir sur le match que nous avons préféré, chacun un match. Vas-y, Alex, commence. tu veux que je commence? Ok. Vas-y. Eh bien, j'ai retenu le déplacement des Seahawks sur le terrain des Lions. Les Seahawks qui sont allés arracher la victoire en prolongation. Je suis très content que ce match ait été un peu spectaculaire, puisque l'année dernière, c'était les deux équipes un peu darling de la NFC. Il y avait une lutte tout au bout de la saison pour accrocher les spots 5, 6, 7 et aller en play-off. On attendait une progression des deux équipes. Et écoute, les Lions s'inclinent donc 37-31 chez eux après avoir battu les Chiefs en ouverture. Je trouve que Seattle a bien réagi après sa première semaine très très moyenne. On a eu beaucoup de points, on a eu un Geno Smith bien retrouvé. Il a réussi à se connecter comme il faut avec ses receveurs. Lockett qui met le TD de la gagne en prolongation. DK Metcalf qui, malgré le choc qu'il a pris dans les côtes, a réussi à être plutôt solide. Smith Njigba qui fait quand même du bon travail dans le slot. Le jeu au sol, qui a pas été flamboyant, mais voilà, Kenneth Walker, il a mis les points qu'il fallait mettre. Et en face, Détroit, vaillant aussi, Amon-Ra St. Brown comme d'hab, toujours excellent. Montgomery qui s'est blessé, et malheureusement, c'est là le tout petit bémol que j'ai à mettre sur ce match, c'est Jahmyr Gibbs. Je pensais qu'on le verrait plus, et au final, il a donné des portées au running back 3. Qui est Craig Reynolds, je crois. Ouais, à partir du moment où Montgomery s'est blessé, c'est 3 portées chacun entre Gibbs et Reynolds. Donc voilà, je trouve ça un peu étrange quand, même si l'opportunité s'ouvre un peu tôt et que t'as pas forcément envie de lui mettre toute la charge sur le dos, surtout quand on voit les blessures de cette semaine, mais t'as un rookie que t'as drafté haut, t'as quand même envie de lui donner le boulot, si l'occasion se présente. Et malheureusement, ce qui a peut-être coûté cette défaite pour Détroit, l'interception lancée par Jared Goff retournée pour un pick six, ça m'a fait me poser la question de est-ce que c'est pas ces petites erreurs là qui plafonnent encore Détroit. On aura le temps de le revoir dans la saison. En tout cas, voilà, j'ai trouvé deux belles équipes. Il y a eu des gros scores, mais je trouve pas malgré tout que les défenses aient été totalement absentes. J'ai surtout trouvé que c'était les talents offensifs qui avaient déroulé, et c'est un des matchs qu'on a eu avec prolongation. Donc c'est celui-ci que je retiens pour la semaine. Ouais, c'est un match, comme tu dis, où c'est plus les talents de l'attaque que les talents de la défense, contrairement au match qu'on a eu cette nuit entre les Browns et les Steelers, où c'est uniquement la défense qui a fait en sorte que le match soit high scoring. Donc, c'est mieux un match comme ça, quoi. Ouais, clairement. Les deux matchs de la nuit dernière, désolé pour ceux qui se sont levés, quoi. Moi, je suis content de voir les condensés le matin, parce que... Après, quand tu t'es levé, t'as regardé 2 matchs en un, en soi. Oui. Mais bon. Est-ce que deux matchs pourris font un bon match? Je ne suis pas sûr. Ouais. D'ailleurs, vaut mieux pas que ça continue. J'ai vu en préparant un peu déjà le preview de la semaine 3, les affiches et tout ça, mais ça va finir, va bientôt y avoir un rewind où mon fumble, ça va être la programmation, parce que là, ça commence pas bien, quoi. Ouais, pas ouf. Bon, je te laisse passer sur ton match de la semaine, Alex. Et ben pour moi, c'est le match entre les Giants et les Cardinals, qui a fini en 28-31 pour les Giants, qui étaient menés 20-0 à la mi-temps, et qui étaient menés encore de 14 points avant le 4e quart-temps. Je trouve que ce match-là est ultra intéressant pour les deux équipes. Ouais. Parce qu'on a des Cardinals qui accomplissent 2 objectifs en une défaite, c'est-à-dire montrer qu'il y a du talent dans cette équipe-là, notamment avec des jeunes joueurs comme Michael Wilson, le receveur, qui a fait 3 réceptions pour 56 yards, Trey McBride, le tight end, qui fait 2 pour 32, c'est pas énorme, mais beaucoup, qui commence à être investi un petit peu, Marquise Brown toujours là, Zach Ertz toujours là, James Conner qui me court super bien, et Joshua Dobbs qui fait le boulot et qui, je pense, sera un bon backup à l'avenir de Caleb Williams probablement, parce que c'est l'objectif des Cardinals qui est d'aller chercher, je pense, le numéro 1. Et ils sont passés pas loin les 2 semaines qui sont arrivées de gagner, donc ce qui est clairement pas l'objectif de la franchise. Et au final, ils arrivent à perdre bien comme il faut en montrant des belles promesses. La seule
comment dire, inquiétude côté Cardinals avant de passer aux Giants, c'est vraiment la blessure de Buda Baker qui s'est blessé pour je sais plus combien de temps, mais je crois qu'il est sur l'IR. Donc, sur l'injured reserve. Et donc ça, malheureusement, c'est pas ouf. Alors ça va encore une fois les aider à ne pas gagner de match, et ça pour le coup c'est peut-être bien. Mais t'as peut-être envie qu'ils soient le plus en bonne santé possible. Donc voilà. Mais Joshua Dobbs très correct en tout cas sur le début de match. Et je pense qu'il y a des équipes qui auraient bien aimé avoir ça. Et de l'autre côté du terrain, et là je vais plutôt parler de la seconde mi-temps parce que la première en soi elle sert à rien, elle est affreuse. Pour les Giants qui ont fait encore une fois 2 cartons sans mettre 2 points. Donc ils ont commencé je crois la saison en 60-0 si ce n'est plus. Enfin 0-60. Mais Saquon Barkley qui met son touchdown qui en met 2 d'ailleurs, et Daniel Jones qui nous fait un super match, je crois que c'est et en gros il a une incomplétion je crois sur la deuxième mi-temps, 300 yards environ, un touchdown à la course. Donc là, c'était beaucoup plus intéressant pour les Giants qui, après, s'être fait gifler par les Cowboys je pense que les Cowboys vont gifler pas mal de monde. On l'a encore vu cette semaine. Ouais. Mais après s'être fait gifler par les Cowboys, ils ont failli se faire gifler par les Cardinals qui ont pas du tout la même ambition. Ils ont réussi à s'en sortir. Tant mieux. De ce que j'ai compris aussi, Brian Daboll a appelé les plays offensifs en deuxième mi-temps. Et ça allait mieux. Et ça allait beaucoup mieux. Alors si c'est ça, je pense que les jours de Mike Kafka, le coordinateur offensif, sont comptés. Voilà. Ouais, non, voilà mais pour ce match de la semaine. Pour moi. Ultra intéressant. Je sais pas si ça souligne en 2 semaines la faiblesse des Commanders et des Giants, ou le courage de ces Cards qui, ouais, tu l'as dit, ils remplissent trop bien leurs objectifs, quoi. Les mecs, ils perdent sans être ridicules. Ils font du tanking silencieux, genre c'est magnifique. En fait, tous les mecs qui sont bons, ils continueront à avoir un contrat dans la ligue s'ils font... Ouais, c'est exactement ça, ouais. Mais parce que en fait, t'es emmené... C'est ça, parce que en fait, t'es emmené par un QB qui t'amène qui tu sais t'amènera nulle part de toute manière. Et il y a eu des grosses pertes. Alors voilà, t'as Kyler Murray qui est blessé, t'as JJ Watt qui est parti à la retraite, t'as DeAndre Hopkins qui a été tradé. Et là maintenant, t'as aussi Zach Allen qui est parti, et là t'as Buda Baker qui est plus trop là. Ouais, ça commence à être beaucoup. Voilà, ça te fait quand même 5 leaders qui sont partis. Et voilà. Donc quoi qu'il arrive, tu montres un peu de bonnes choses. Zach Ertz, si je sais pas où en est son contrat, mais il lui en reste un, je pense, dans la poche avant de raccrocher les crampons. Ouais, peut-être une belle pièce de trade, Zach Ertz, si tu crois en Trey McBride. Possible, ouais. Et hâte de voir ce qu'ils vont faire avec Kyler aussi, parce que comme tu l'as dit, je les vois pas continuer avec lui. Non. Bon, en tout cas, deux belles rencontres. Franchement, il y avait eu beaucoup de matchs dont on aurait pu parler cette semaine. Je me suis encore plutôt fait plaisir. Hein. Le Niners Rams notamment était pas mal. Enfin, il y avait vraiment pas mal de bons matchs. Et ben d'ailleurs, j'allais citer 2 matchs. C'est dans nos top teams. Du coup, je vais enchaîner. J'ai mis les Falcons en top team. J'ai été assez impressionné de l'adaptation des Falcons, notamment en attaque où Desmond Ridder a beaucoup plus lancé la balle. Il a réussi à se connecter avec Drake London. Alors toujours pas avec Kyle Pitts, malheureusement. Mais on lui a reproché en semaine 1 de pas du tout chercher London. Là, il a lancé pour 237 yards, Desmond Ridder, et London en a reçu pour 67. Donc voilà, c'est pas un match à 140 yards, mais dans une équipe qui est surtout là pour courir, c'est pas mal. Du coup, Atlanta a réussi à s'imposer 25-24 contre les Packers sur un field goal à 58 secondes de la fin, je crois. C'était encore une fois un très beau match des deux côtés. Bijan Robinson est déjà parmi les meilleurs running backs de la ligue. Ils l'ont pris en 8, c'est pas pour rien. Vraiment, c'est des vibes de Saquon saison rookie. C'est tellement dynamique, les mains sont ultra sûres, il a un niveau d'accélération. Ouais, vraiment, à part Saquon, j'ai rarement eu cette impression en année 1 sur les quelques dernières années pour un rookie running back, donc incroyable. Et puis ouais, il fallait quand même se détacher de cette équipe des Packers où Jordan Love fait un début de saison plus vu à Green Bay depuis Brett Favre, donc plutôt pas mal statistiquement.
Donc voilà, je me suis régalé. Si Green Bay avait gagné, j'aurais mis les Packers en top team. Vraiment, j'avais envie de souligner ce match. Donc voilà, hâte de voir Atlanta quand même contre une équipe qui va venir avec une armada offensive un peu mieux chargée. Pour l'instant, ils ont joué Panthers et Packers. Donc voilà, les Packers déroulent bien, mais il y avait quand même pas Christian Watson, il y avait pas Aaron Jones. J'ai vraiment hâte de voir le prochain test pour eux, mais voilà, je voulais souligner la perf et à revoir. Ouais, bah totalement. Ils jouent Détroit la semaine prochaine, Jacksonville ensuite. Donc ça va être des bons tests, je pense. On va tester la défense maintenant, après avoir testé l'attaque. Ouais, clairement. Donc toi, Alex, de ton côté, autre équipe qui fait une énorme impression depuis le début de la saison. Ouais, pour moi, je vais parler des Niners en top équipe. On parle assez rarement, je trouve, de super équipes en top équipe. On essaye de remettre plus une équipe qui surprend, on va dire. Mais moi, les Niners me surprennent dans leur capacité à fumer tout le monde. En fait, ils sont offensivement, ils sont excellents. On l'a vu avec CMC, on l'a vu avec Debo sur son touchdown, on l'a vu avec Ayuk et sa toughness de revenir un peu tout le temps. Il y a vraiment ce côté on lâche rien. Brock Purdy, pareil, qui est très bon game manager. Et ensuite défensivement, bah, c'est très fort. Tu joues contre des Rams qui sont impressionnants et encore une fois, je reviendrai sur les Rams plus tard. Mais les Rams qui font un très bon début de saison, je trouve que c'était un bon test au final pour les Niners. Ils se sont pris 23 points. Ouais, je crois que ça a fini à 30 à 23. Ouais, ouais c'est ça. Le le handicap était de 8. Quand ils mettent le field goal à la dernière seconde, ça fait gagner de l'argent et perdre de l'argent à d'autres personnes. Mais voilà, moi ces Niners m'impressionnent énormément. Je vois pas de faiblesse pour cette équipe. Et voilà, donc c'est monstrueux et avec le début de saison un peu douteux des Eagles et même s'ils sont en 2-0, hein, mais quand même douteux je trouve de leur côté. Même si t'as les Cowboys, voilà, t'as deux équipes qui sont clairement loin devant tout le monde. Et pour moi, les Niners, c'est les Cowboys. Ouais, comme tu l'as dit, bon, ils prennent 23 points quand même, mais c'est, je trouve, plus parce que les Rams sont bien attaqués que parce que les Niners ont mal défendu, quoi. Oui, ouais, je suis d'accord. Et puis après, ça a quand même bien stoppé les Rams au bon moment, notamment à la fin du match où ça aurait pu mettre un touchdown et là ça devenait un peu plus dangereux. Et au final, ils ont vraiment bien fait. Et c'est juste un field goal à la fin. Sinon, c'est 10 points, quoi. Ouais. 10 points d'écart contre des Rams, enfin. Comme d'hab pour les Niners, on va espérer qu'il n'y ait pas de blessure, quoi. La saison dernière, ils tournaient aussi très très bien, et puis arrivés en playoff, ils avaient plus de QB, donc. Ouais, là pour l'instant les blessures c'est ailleurs. Hein. Pour l'instant ils arrivent à bien s'en sortir. Bon, en tout cas, deux belles équipes, deux équipes de la NFC. C'est assez rare pour le souligner qu'on a mis en top équipe. On va passer en flop et puis moi je vais rester en NFC quand même parce que on va quand même pas avoir une NFC totalement brillante. Ça allait être ton équipe, ça allait être la mienne de flop team aussi. Donc, tout ce que tu dis, je suis d'accord, je pense. Les Bears, forcément, ce début de saison. Je suis pas loin de penser que c'est l'équipe qui joue le plus mal, et pourtant il y en a quelques-unes qui jouent pas très très bien. Mais vraiment, quand t'as ce matériel-là en main, donc ils ont perdu 27-17 sur le terrain des Buccaneers, et je ne comprends pas d'où vient le problème. J'arrive pas à savoir si c'est le head coach, si c'est l'offensive coach, si c'est le quarterback, si les jeux déjà ne correspondent pas du tout à l'équipe. T'as un Justin Fields qui n'a aucun play dessiné pour la course, quasiment. Je crois qu'il en a eu, genre, 1 pour 3 yards. Je crois avoir vu passer une stat comme ça. Là où l'année dernière, en fin de saison, comme par hasard, quand les Bears soit gagnaient des matchs, soit étaient longtemps dans les matchs, il avait des plays dessinés pour lui. Alors je peux comprendre, ils ont 3 running backs de bonne qualité, ils veulent les utiliser. Mais au bout d'un moment, ne prends pas un QB qui court si c'est pas pour le faire courir. Il est dans le top 3 des coureurs dans les quarterbacks de cette ligue, probablement avec Hurts et Lamar.
on va voir jusqu'où va Richardson parce qu'il tape fort à la porte, mais il est capable de faire une saison à milliards au sol, mieux que 75% des running backs de la ligue. Laissez-le un peu courir. Il s'est bien connecté à DJ Moore, mais c'est en dehors de ça, ultra compliqué. Et la défense, alors, moi j'adore le début de saison des Bucks, mais la défense des Bears, prendre 27 points contre une attaque qui va être middle de la ligue, après tous les recrutements qui ont été faits. Alors, est-ce que faut leur laisser du temps parce que plein de changements, faut que la mayonnaise prenne et tout, je sais pas. Est-ce que les coachs sont juste nuls? Est-ce qu'en fait, les Bears, c'est juste une franchise de la loose et ça va nulle part? Vraiment, j'en sais rien. Fan des Bears ou autres experts de la NFL, n'hésitez pas à me dire si vous avez une analyse sur les Bears, parce que je les sens perdus, je sens les analystes qui les commentent un peu perdus, et j'ai l'impression que même eux en interne, ils savent pas trop quoi faire. Moi, pour moi, t'as essayé de comprendre les problèmes. Pour l'instant, le problème, à mon humble avis, c'est Justin Fields. Justin Fields, c'est cata sur ce début de saison. Mais est-ce que c'est à cause de nous? Je sais pas, mais t'as une action qui est, tu as une action qui est très moche où il y a un receveur qui est vraiment tout seul. Ouais. Tout seul, elle fait le tour de Twitter cette action, il est tout seul, il y a personne, je pense 4 mètres en cercle. Il était au point Nemo le receveur, il pouvait pas toucher le sol nulle part, il y avait vraiment personne. Et il lui lance pas la balle, il essaye de courir, de regarder. En fait, il regarde partout et il oublie. En fait, ça c'était le point mort, c'est l'angle mort. Donc je pense et c'est symptomatique de cette équipe, c'est offensivement, c'était très moche au premier match. Là, au deuxième match, je dis sympa, ouais, ça commence à lancer sur DJ Moore. C'est beau. Enfin, le début de match des Bears, moi, je me disais ouais, enfin, c'est des Justin Fields à la course, beaucoup de longs plays pour DJ Moore. Tu dis c'est ça l'identité normalement. Ouais. C'est des grosses patates envoyées à l'autre bout du terrain parce que t'as un receveur qui peut courir. Et ensuite, c'est en fait t'as un bon tight end en Cole Kmet et un peu comment dire. Et t'as des bons receveurs je trouve que t'as des bons receveurs donc tu peux partir ailleurs quoi. Et c'est même pas le cas. Donc, oui, derrière Moore, t'as quand même Darnell Mooney et Chase Claypool, alors qui sont pas flamboyants, mais qui doivent remplir les rôles de 2 et 3, comme tu l'as dit, à Cole Metz. Au sol, ils ont plusieurs running backs qui sont talentueux, quoi. Khalil Herbert, on a vu la saison dernière qu'il était pas mauvais. Et même là, quand il a déporté, il avance un peu. Roschon Johnson, gros potentiel, et ils ont Donta Foreman qui là n'était pas activé, qui pouvait jouer mais qu'ils ont pas décidé d'activer, mais globalement ils ont tout ce qu'il faut pour faire avancer les chaînes. Ils ont un quarterback qui peut gagner du temps et étendre les plays, et ils vont nulle part. Vraiment, et pour l'instant ils ont pas affronté des terreurs de la ligue, quoi. Totalement. Ils ont joué les Packers contre qui ils ont pris 40 points, et les Bucks contre qui ils ont pris quasiment 30 points. Ouais, en semaine 1, ils perdent genre 40 à 20 contre les Packers, quasiment, un truc comme ça. J'ai plus le score exact en tête, mais ils se font ouvrir par les Packers. 38-20, oui, bien sûr. Ouais, tu vois, 38-20, et là, ils en prennent 27 contre les Bucks. Ils ont pas encore joué des QB élites, quoi. Pour l'instant, ils ont joué Jordan Love et Baker Mayfield, qui font des excellents débuts de saison, mais... Ça arrive la semaine prochaine, hein. La semaine prochaine, ils jouent les Chiefs. Je joue les Chiefs, donc... Ouais. Donc très très inquiet pour eux. Alex, ta flop team, il y a aussi des grosses raisons de s'inquiéter. Hein. Ouais, moi je suis parti encore une fois sur une grosse équipe. Je suis parti sur les Chargers parce que les Chargers c'est cata. Offensivement ça va. On l'a vu sur le premier match contre les Dolphins, ça met 34 points. Là ça en met 24 encore. Donc tu fais un début de saison où tu mets 58 points, c'est bien. Normalement t'as des motifs d'espoir, surtout avec une équipe où défensivement ça a fait des investissements les années précédentes. Mais en fait, t'en prends aussi 63 points. Donc tu perds de 2 points, tu perds de 3 points, mais tu perds contre les Dolphins. Toi, tu parlais les Bears qui sont inquiétants face à une équipe qui va faire milieu de la ligue en attaque. Bah là, c'est pareil avec les Titans. Ouais. Et autant on pouvait s'attendre à ce que les Titans empêchent pas mal la course. Oui, ça a été fait, mais après la passe, ils ont réussi du coup à bien fonctionner, mais défensivement, c'est cata. C'est cata, alors que je trouve qu'ils avaient bien réussi à contenir Derrick Henry pendant un bon moment du match. J'ai pas regardé sa ligne de stats finale,
mais je trouvais l'impression visuelle sur la défense contre la course qui était bonne en début de match. Ouais. Tu prends quand même 27 points. Et encore, je pense que tu peux prendre beaucoup plus parce qu'il y a des actions où Treylon Burks c'est vraiment tout seul et où ça connecte pas comme il faudrait ou autant que t'aurais envie. C'est inquiétant parce que, en fait, t'es en 0-2. Derrière, tu vas jouer les Vikings la semaine prochaine qui sont aussi en 0-2. Ouais. Ils sont en 0-2, les Vikings. Oui, ils sont en 0-2. Je Donc, me demande ils sont capables de perdre tous les deux et d'être tous les deux en 0-3 ou faut forcément qu'une équipe fasse un résultat? Non, je pense que ça peut faire nul pour que les deux équipes soient en... Mais c'est deux franchises de la loose. Ouais. Historiquement, les Chargers, ils arrivaient à perdre beaucoup de matchs qui sont faciles à gagner. Les Vikings, pareil. Donc, moi, je suis assez inquiet là pour ces Chargers qui, offensivement, n'ont aucune raison d'inquiéter et qui, défensivement, sont tellement poreux que même si ça fonctionne bien et qu'ils arrivent à gagner des matchs en playoff, je n'ai aucun espoir. Parce que tu t'affrontes en fait, si l'objectif, on en parlait lors du preview de la semaine 1, où on faisait le focus sur les Chargers, leur objectif, c'est de gagner le Super Bowl. Enfin, pour moi, c'est clairement ça. Enfin, c'est d'aller au Super Bowl. Ils ont les équipes ils ont fait les investissements offensifs, défensifs, il y a moins de blessures. Aujourd'hui, t'arrives au Super Bowl. T'arrives contre les Eagles. T'as une chance, je pense. Et encore, parce que t'auras une année l'expérience et tout. Voilà. Et t'auras une année de Jalen Carter et de Nolan Smith qui ont terrorisé les défenses. J'y crois moyen. Mais sinon, c'est les Cowboys. Zéro chance, à mon avis. Je pense que les Cowboys peuvent juste mettre la défense en attaque et la défense en défense. Ils gagneront le match quand même. Michael Parsons, il pourrait faire 300 yards. Et tu mets contre les Niners. Mais c'est une boucherie. En tout cas, à l'instant T, y a aucun motif d'espoir sur aller loin. Déjà sortir de l'AFC, pour moi, c'est pas possible. Oui, voilà. Mais oui, même en cas de Super Bowl contre une des 3 top teams de l'autre côté, ça va nulle part, quoi. Bah ouais, et ça m'agace parce que moi j'ai Justin Herbert en MVP dans mes prédictions. Et toi, tu portes la poisse, hein. Je porte la poisse, ouais. Si vous avez pas écouté l'épisode des trophées, on l'a sorti dimanche matin. Et donc voilà, c'est sur toutes les plateformes d'écoute. Regardez avant, ça y est bien comme il faut. C'est sur YouTube également. Donc hésitez pas. Mais voilà, j'avais mis notre ami Justin Timberlake Herbert en MVP et j'ai un peu peur du coup. Et tu vois, c'est marrant. Quand j'ai parlé des Bears, t'as dit que ça allait être ta flop team. Avant de changer de mettre les Bears, j'avais mis les Chargers. J'avais mis ton équipe en flop. Quoi. Et on va encore dire qu'on essaye de se donner raison ou qu'on tape à tort sur des gens qui ne le mériteraient pas. Mais j'ai vu un tweet de Charger France qui s'est demandé pourquoi Brandon Staley ne prenait pas de temps mort. Et l'année dernière, on avait déjà, avant d'attaquer en début de saison, mais on avait déjà souligné que les Chargers en attaque avaient un problème dans la gestion du rythme, où en fait à chaque fois c'est une équipe qui attaque très bien, mais qui ne sait pas allonger les drives, prendre son temps, contrôler le tempo. Et c'est la même chose cette année. Ce match, tu dois jamais le perdre. Et pourtant, je suis fan des Titans, mais très clairement, on était moins bons que ces Chargers. Ils ont limité Derrick Henry à 80 yards. La défense était même pas cata au sol. Et dans les airs, Hopkins a mis du temps avant qu'on le trouve. Treylon Burks, il a réussi un play de 70 yards, mais en dehors de ça, il y avait rien. Oui, voilà. Très clairement, ce match, tu ne peux pas le perdre quand tu regardes. Si tu ne regardes pas le score, tu regardes la fiche statistique sans les TD, tu te dis, les Chargers, ils ont gagné de 15. Non, ils ont réussi à perdre en prolongation. Vraiment, c'est pas possible. Alors, on peut pas mettre l'excuse sur les blessures. La défense, elle semble poreuse. Il manquait aussi Neckler. Mais sinon, voilà. Oui, non, mais voilà, c'est une blessure offensive qui les empêche pas de marquer des points. La défense, JC Jackson est de retour et je le trouve pas mauvais depuis le début de la saison. Y a pas d'autres grosses blessures majeures dans cet effectif. Peut-être que c'est pas Staley, c'est son coordinateur défensif qui est vraiment nul de chez nul. Mais c'est un nouveau. Ouais, voilà. Et puis lui, il a le droit au bout d'un moment, en tant que head coach, de dire, écoute, un peu à la Brian Daboll, je prends les plays sur la fin de match, on doit gagner, commencer en 0-2, c'est pas possible. Donc, mais c'est une équipe systémiquement où il y a un truc qui déconne. C'est pour faire le parallèle avec ceux qui regardent le soccer, qui regardent le foot, c'est l'OL, c'est Lyon. Ça change les joueurs, ça va pas. Ça change l'entraîneur, ça va pas. Ça change la direction, ça va quand même pas. On sent le supporter en colère.
Non, mais il y a d'autres clubs comme ça, tu vois. Il y a eu Arsenal pendant très longtemps où c'était pareil, même si ils avaient gardé le même coach pendant longtemps. Mais c'est vraiment où t'as l'impression qu'il y a un truc. Tu sais, tu signes là-bas et tu signes une décharge de la loose aussi. Ouais. Non mais oui. Et bah du coup, ça fait un peu peur. T'as des équipes, t'as l'impression que dans leur tête, elles sont pas encore calibrées pour gagner. On n'en parlera pas, donc je fais une petite digression là-dessus, mais les Steelers qui vont réussir à gagner cette nuit contre les Browns, eux, dans leur tête, très clairement, ils sont calibrés pour la gagne. Ils vont chercher le match en défense alors que l'attaque est vraiment mais dégueulasse au possible. Ouais. Et en fait, t'as un coach qui inspire le respect, t'as des défenseurs qui terrorisent les attaques adverses. Ah bah là, TJ Watt. Et pourtant, je crois que Fitzpatrick s'est blessé. Mais Ouais, Ice Smith aussi, je crois qu'il fait le pick six sur la première action du match et qui, je crois, aussi en fumble retourné. Enfin, les mecs, peu importe les gars qu'ils alignent, quand t'as le logo Steelers sur le maillot, tu es voué à gagner des matchs. Et j'ai l'impression que les Chargers, comme les Vikings, comme les Bears, c'est des équipes qui ont pas ça. Et ouais, je saurais pas l'expliquer autrement que comme ça, mais ça ne va pas. Ouais. Allez, on enchaîne là les flops. Et si on est aussi véhément sur les Chargers, c'est qu'on y croit aussi. Bah ouais, mais moi j'adore envie que ça réussisse. Donc voilà. C'est vraiment pour Charger France, si tu nous écoutes, c'est mais oui, on aime les Chargers. Mais moi Justin Herbert, je me rappelle, et tu es là pour en témoigner, à son arrivée au moment de la draft, j'ai dit mais ce mec sera meilleur que Tua. Alors pour l'instant ils sont encore en compétition, mais j'ai vu Herbert arriver, tout me faisait dire que c'était le genre de QB qui gagnerait dans cette ligue. Et j'y crois toujours. Mais faites quelque chose, j'ai pas envie qu'il gagne dans une autre équipe et qu'on puisse dire non mais en fait c'est les Chargers le problème quoi. Ouais, moi j'ai hésité à mettre les Browns aussi en flop. Mais bon, bref. Ouais, des conditions. Là, bah écoute, on peut enchaîner. De toute façon, ouais, je vais en parler. Fumble, on passe au fumble, catastrophe. Et du coup, je vais parler des blessures qui ont notamment concerné les Browns. Les blessures, c'est terrible déjà parce qu'elles touchent majoritairement les running backs. On en avait parlé dans un huddle d'avant-saison avec les camarades des Ballers. On parlait un peu de cette évolution salariale sur les positions et tout. Et c'est terrible parce que il y a un paquet de joueurs, donc Nick Chubb probablement saison terminée, sa jambe a fait un angle pas naturel pour une jambe. N'allez pas voir l'action. Si vous tapez Nick Chubb sur Twitter, vous la verrez. Mais si vous avez un peu si vous avez une âme sensible, la regardez pas. Ouais. Il faut juste que voilà la jambe, c'est quand vous voyez plier votre jambe. Et maintenant, pensez à votre jambe dans l'autre sens. Non mais pour l'image, essayez de poser vos orteils sur votre épaule. Voilà. Si l'articulation est dans le bon sens, ça ne peut pas. Ouais. Si l'articulation est dans le mauvais sens, c'est jouable. Non, mais c'est affreux parce que en plus de ça, je pense que c'est pas juste la saison qui est terminée. Je pense que déjà pour qu'il revienne, il va lui falloir peut-être 1 an et demi. Je pense qu'il y a au moins 2 saisons où il est plus là. Et après, revient d'une blessure pareille, hein, parce que là, c'est digne de Paul George. Même si la médecine évolue et c'est je crois Javonte qui avait une blessure assez similaire et qui est déjà sur Akers aussi, mais je crois même Javonte avait eu plusieurs articulations Akers c'est le tendon d'Achille où il est revenu super vite. Ça donne des motifs d'espoir pour Aaron Rodgers qui pourrait peut-être revenir pour le Super Bowl. C'est ça, ouais. Bon, il parlait de jouer les playoffs, on verra. Oui. Après, j'ai envie de dire, même debout dans une botte, il est meilleur que Zach Wilson. Possible. Mais voilà, les blessures, pour revenir sur les blessures, voilà. Nick Chubb, c'est pas beau. Ça va rater 3 semaines. Montgomery, on ne sait pas trop, mais visiblement, il y a un peu quiproquo entre la franchise et lui, où on veut l'annoncer en day-to-day, alors que lui, immédiatement, il a dit qu'il aura besoin de plusieurs semaines. Il y a Deontay Johnson qui est en IR, Buda Baker qui est en IR. Et on en oublie sûrement, hein, parce que c'est dur de faire le tout sans tout. Ouais, on a Gainwell qui s'était blessé dès la semaine dernière, qui devrait rejouer semaine pro, mais qu'il y ait des beaucoup de commotions. Oui, beaucoup de commotions aussi. On a eu là c'est Richardson, c'est Jalen Waddle, on a eu Jacoby Myers aussi. Ouais. Logan Thomas qui s'est pris un sacré coup par le même mec qui a émis une commotion à Jacoby Myers. Donc ouais, sur une action horrible d'ailleurs. Ouais. Il l'a chargé épaule en avant.
Et du coup, si je l'ai souligné dans le fumble, c'est, voilà, je me pose la question, est-ce qu'ils doivent pas passer que sur des pelouses naturelles? Déjà, au bout d'un moment, ça diminuera pas toutes les blessures, mais quand même. Et surtout, pour les commotions, c'est bien d'avoir un protocole après, qui est beaucoup mieux, faut clear le protocole pour revenir. Ma question, c'est comment tu évites qu'il y en ait autant? Apprenez ces mecs à plaquer, j'en ai marre de voir des gars, les mecs n'utilisent pas les bras, les trois quarts, j'en vois combien qui se jettent tête et épaules en avant dans les genoux du mec d'en face, il suffit que le mec plonge pour essayer d'atteindre une première tentative, les gars font un casque contre casque, et toutes les semaines, dans tous les matchs, on a des gars, on s'inquiète de savoir commotion cervicale ou Ouais. pire. Est-ce qu'ils vont attendre qu'il y ait un mort en direct sur un terrain pour changer quelque chose? Genre, au bout d'un moment, moi je ne comprends pas, il y a la Coupe du Monde de rugby en ce moment, je suis pas le plus grand des fans de rugby, mais les gars jouent avec des casques bien moins renforcés, ils se foutent des impacts aussi violents, sauf qu'ils ont appris à plaquer aux jambes et aux chevilles. Au bout d'un moment, faut changer des choses. Changer déjà les terrains pour tout ce qui est blessures musculaires, d'appui, de tendons, de genoux, et pour les commotions, apprenez à ces mecs à plaquer. Voilà, c'était mon coup de gueule, on en parle un peu tous les ans, mais là, ça fait beaucoup, on arrive en week 2, et Ouais. pas seulement parce que je suis un joueur de fantasy, mais même sur les terrains, la saison des Jets n'est plus la même, la saison des Browns n'est plus la même. Il y a des équipes qui étaient des potentiels contenders qui peuvent déjà dire, ben, à l'année prochaine, c'est compliqué. Sauf Ouais. gros transfert, signature, non, mais vraiment, moi je déteste voir ça parce que l'aléa blessure qui vient altérer le sportif, c'est chiant, quoi. Nous, on a juste envie de voir toutes les stars sur le terrain et les mecs jouer au foot. Clairement. Donc voilà, c'était mon coup de gueule de la semaine. Alex, ton fumble est un peu plus léger, mais il pourrait être lourd de conséquences pour cette équipe. Ouais, moi j'ai noté les différentes embrouilles entre Jalen Hurts et AJ Brown comment dire les Eagles sont en 2-0 mais donnent une mentalité et une impression euh, visuelle et mentale d'une équipe en 0-2 ou en Ouais. 1-1 en ayant perdu un match facile qu'ils auraient dû perdre et gagner un match facile, enfin ou bref, en gros une équipe qui gagne pas. Ils sont en 2-0 en ayant fait un match difficile contre les Patriots qu'ils ont quand même réussi à gagner et en battant les Vikings aussi difficilement. Enfin difficilement. Ça aurait pu être plus grave quoi. Et on a vu Jalen Hurts et AJ Brown s'embrouiller sur le bord de terrain et voilà, le hangover du Super Bowl les a enfin atteints. Ils ont dû être roufides aussi parce que là voilà, ça attendait un petit peu avant que ça arrive et bah ça fait, je dirais peut-être pas que ça fait peur, mais c'est pas rassurant je trouve. Je pense, avis très Très léger. personnel, que AJ Brown est un joueur problématique. Et du coup, je suis content que les Titans ne l'aient pas signé. Mais si le mec, quand son équipe gagne, se plaint parce qu'il n'a pas de ballon, eh ben écoute, en fait, si ton équipe gagne, au bout d'un moment, tais-toi, tu les auras sur le prochain match, les ballons, en fait. Tu fais comme Drake London. Ouais, après, bon, je comprends aussi que le mec, voilà, il a pas envie de faire que courir dans le vent, il va faire partie de ces gens, de ces joueurs qui disent, moi je fais pas de l'athlé, j'aimerais bien voir des ballons passer et pas juste faire des courses, mais pour l'instant tu gagnes, t'es déjà allé au Super Bowl et tout, genre. Et en plus derrière Jalen Hurts, le cible 3 fois, dont 2 fois je crois en end zone, donc il essaye de le réimpliquer. Peut-être que Jalen Hurts s'est dit ouais bon c'est vrai je pourrais lancer vers lui, mais je trouve que les Eagles font partie de ces équipes qui comprennent comment fonctionne le foot. Et genre s'ils arrivent à avancer, gagner des matchs, genre là Swift il avait la main chaude, ils ont fait que courir, basta. Je trouve que AJ Brown est un joueur problématique et j'avoue j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Ouais, voilà, c'est tout. Voilà, c'était plus léger que les blessures, mais c'était à souligner et c'est rare qu'on mette dans le fumble, comme tu l'as dit, une équipe en 2-0. Allez, on va finir la partie rewind avec une touche bien plus légère, le trick play, les éléments bien ou inattendus. Et là, Alex, je te laisse la main puisque on n'a fait que de les évoquer tout l'épisode et faut en parler. Les Rams. C'est les deux, le duo, on va dire, de joueurs inattendus, auxquels on pourrait rajouter Tutu Atwell également, mais un peu moins quand même. Mais on va commencer avec Puka Nacua, le rookie qui a été drafté ou quoi, cinquième tour, je crois. Ouais. Ouais. Enfin, en tout cas, un rookie de jour 3,
qui sur les 2 premières semaines en est à 35 cibles pour 25 réceptions. Il est à 166 yards, pas de touchdown, mais il est monstrueux. Le gars est juste trop fort. Et donc il est énormément impliqué et très bon avec les cibles qu'il a, en l'absence de Cooper Kupp notamment. Mais voilà, il arrive à montrer qu'il peut aider à faire avancer cette équipe. Et si les Rams sont aussi bons, c'est en grande partie grâce à lui. Et ensuite, t'as aussi Kyren Williams. Et enfin, j'ai l'impression qu'il y a un running back 1 dans cette équipe des Rams depuis que Todd Gurley est parti. Avant, ça a toujours été un peu périlleux. Et là, on a un joueur qui pareil, 15 portées par match, il fait 50 et quelques yards, mais il met 2 touchdowns. Et là, surtout, en plus de ça, la semaine dernière, c'est 6 réceptions pour 10 cibles. Donc, il est en plus impliqué dans le jeu à la passe. Et du coup, t'as 2 joueurs qui sont très explosifs. Puka Nacua, j'ai l'impression, toujours démarqué. Ouais. Kyren Williams, il fait toujours très bien avec ce qu'il a, 4 touchdowns sur les 2 premiers matchs. Et voilà, en fantasy, je crois que c'est le running back 2 pour ceux qui jouent en fantasy. Et Puka Nacua, ça doit être le receveur 3. Donc, trop fort. Je crois d'ailleurs que Puka Nacua, dans les previews de division, était mon joueur fantasy des Rams, je crois. Possible, ouais, possible. Et Kyren Williams, j'y croyais fort la saison dernière quand il l'avait drafté. Ouais. J'avais lu beaucoup de rapports comme quoi c'était un excellent bloqueur et que ça lui donnerait des snaps. Et il a vu sa chance sur quelques matchs, mais le retour d'Hackers avait fait qu'il n'y avait pas eu de continuité pour lui. Franchement, très content de voir ce que ça donne. Et j'ai vu un chiffre ultra intéressant sur Nacua, qui est surtout aligné au large et qui fait surtout ses yards au large. Il va pas empiéter sur Cooper Kupp, qui lui, depuis 2021, fait une grosse partie de son de ses yards dans le slot. Alors oui, il prend des réceptions qui sont longues, mais pas en étant forcément aligné au large. En fait, quand Kupp va revenir, c'est surtout Atwell qui va perdre un gros volume plus que Nacua, et ça pourrait faire un duo, mais c'est marrant, en triplé, j'avais Stafford la semaine dernière, on est dans la continuité, hein. Vraiment, les Rams ils ont perdu, mais cette attaque elle tourne merveilleusement bien. Exactement. Écoute, de mon côté, je l'ai déjà un peu évoqué en parlant des Bears. Moi, je mets les Buccaneers, où pareil, je trouve qu'il y a un super bon esprit dans cette équipe, déjà parce que Baker Mayfield arrive à nourrir ses receveurs, Rachaad White arrive à faire le taf au sol, et ils lui ont fait confiance après la saison dernière qui était pas mal en alternance avec Fournette. Donc ça avance bien. Et surtout, ce qui m'a plu, c'est de lire la déclaration de Devin White qui a dit « Mais en fait, je suis fou d'avoir voulu être transféré. Genre, les mecs qui sont là, ils sont durs, ils sont fun, on s'amuse bien. » Et là, on sent chez les Bucks, dans une division qui est ultra ouverte, un vrai esprit de groupe. Donc, à voir jusqu'où ça va les porter, est-ce qu'ils seront à un moment plafonnés en termes de talent ou pas. Mais ils ont re-signé pas mal de mecs, on en avait parlé déjà pendant la preview et même plus tôt dans la saison, mais ils ont re-signé pas mal de leurs agents libres, et j'ai l'impression qu'ils ont voulu se garder cette fenêtre ouverte. Donc hyper intéressant de voir jusqu'où ça peut aller, mais j'ai beaucoup aimé leur perf. Je comprends. C'est une bonne équipe. C'est cool. À voir, en semaine 3, les Bucks jouent, ils reçoivent Philadelphie. Donc, premier beau test. Hâte de voir ce que ça va donner. Alex, on va conclure l'épisode avec la preview du Thursday Night Football, et les Giants en 1-1 sans Saquon Barkley vont sur le terrain des Niners en 2-0. Qu'est-ce que tu penses de ce match? J'ai bien une idée, mais... Les Niners étaient ma top équipe et les Giants m'ont inquiété. Je pense que les Giants, ils font peur à peu près tout le monde. Et du coup, j'ai un peu du mal à y croire, là. En ces Giants. Je pense que ce sera une belle victoire des Niners, une démonstration encore une fois. Et voilà. Je m'attends à un match pas loin du copier-coller,
de la semaine 1 contre les Cowboys. Ouais. Ils jouent une équipe trop forte pour eux. Alors, je pense que cette deuxième mi-temps contre les Cards les auront mis un peu en confiance et que peut-être ils réussiront à marquer, à avancer un petit peu. Mais sans Saquon, ça veut dire qu'il va falloir énormément lancer, sauf s'il signe un running back d'ici là, mais j'y crois pas trop. Et derrière, t'as Matt Breida et quelques bouts de bois en running back. Waouh, vraiment là, j'ai peur pour les Giants. Alors, leur calendrier est pas simple, et même si ça les met en 1-2, ça condamne pas leur saison, mais on l'avait dit genre de la preview de division, même en gardant un niveau similaire à celui de la saison dernière, combo calendrier, plus des risques de blessures, plus gestion de l'intersaison, je trouve que ça sent quand même pas bon pour les Giants, quoi. Ouais, je comprends. Donc voilà, je pense qu'on peut faire un prono Niners tous les deux. Oui. Si je te dis Niners de plus de 10 points même, je pense qu'on... Je sais pas où est le... Je vais aller regarder. Ouais, je sais pas à combien est le handicap, mais je pense qu'on va avoir un Niners genre à 13,5, genre est-ce qu'il gagne de 14 ou pas? C'est 10,5. À 10,5, ok. Bah, je le prends tout de suite. Ouais. Je le prends tout de suite. Franchement, les Niners de 11 ou plus, voilà. Notre petit prono sur ce Thursday Night Football. De toute façon, on aura l'occasion de revenir dessus et voir si on s'est trompé ou pas lors du preview de la Week 3 qui arrivera en fin de semaine. Ouais. On en a terminé avec ce rewind de la semaine 2. On rappelle les réseaux sociaux, @lefrontoffice sur Twitter, allez sur Insta, on ne sait jamais, comme dit au début d'épisode. Les vidéos aussi disponibles sur YouTube, les lives sur YouTube et sur Twitch @lefrontoffice. Et puis si vous avez envie de nous soutenir, la cagnotte Tipeee avec beaucoup de à la fin. C'est en description. Voilà, qui est en description de l'épisode et trouvable via le lien qui est dans la bio du compte Twitter. Ben on va se retrouver en fin de semaine, Alex. Probablement vendredi. Probablement vendredi. Voilà, preview week 3. Ou d'ici là, faudra trouver un match de la semaine. Je te laisse te pencher sur les affiches parce que j'ai regardé, ça m'a pas fait rêver. J'ai une petite idée, mais mais clairement, on n'a pas des affiches de rêve. Pour ceux qui ont l'image, regardez les yeux d'Alex et vous comprendrez. Voilà. Bengals. Peut-être. Je te ferai une suggestion off. On va se laisser sur le désespoir d'Alex à la vue du calendrier de la semaine 3. On vous souhaite une très bonne fin de journée et vive le football.